Bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. L'OMS dit à qui est madame le 8 concerné par cancer du sein. Le mois d'octobre est le mois de sensibilisation contre le cancer du sein et c'est pour ça qu'il y appelle Octobre Rose. Alors, c'est un moyen aussi pour dire à ben madame, c'est une occasion pour dire à tout ben madame à faire ce dépistage. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous au cancer du sein, surtout à la prévention du cancer, avec nous inviter sur le plateau la docteure Narvada Naren Mouni qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonsoir docteur. Bonsoir Nathalie, bonsoir aux auditeurs, téléspectateurs. Alors, docteur, je me rappelle qu'il est cancérologue dans New Cancer Hospital, au ministère de la Santé et du Bien-être. Donc, aujourd'hui, nous voulons un petit peu avec vous. Encore une fois, c'est quoi le cancer, mais aussi qui nous besoin faire pour éviter qu'il nous gagne le cancer. Alors, pour commencer, docteur, peut-être bon qui ou rappelle-nous ou explique-nous c'est quoi Octobre Rose. Alors, l'Octobre Rose, c'est quoi? C'est une initiative de la part d'une organisation liée à l'OMS pour la sensibilisation par rapport au cancer du sein. Nous connaissons qu'il y a plusieurs maladies que nous décrétons un jour spécifique pour sensibiliser la population contre cette maladie là, par exemple cardiovasculaire, diabète, etc. Là, au bout de moi, tout un mois pour le cancer du sein. Eh bien, effectivement, il y a une raison d'être. Si nous pouvons faire un chiffre, nous pouvons trouver que c'est primordial de vraiment prendre conscience de cette maladie, de sensibiliser, d'inciter les gens de prendre conscience à la santé de leur sein. Et donc, ça, Octobre Rose, là, c'est un mois de campagne de sensibilisation qui nous fait à travers le monde, à tout niveau, à un petit niveau, tel que nous pouvons faire à niveau national, tel que nous pouvons faire à STELA, un programme pour conscientiser la population, et aussi à niveau international, que nous avons toute une association qui travaille en faveur de cancer de sein. Ça veut dire nous prendre une initiative, recherche, financement, etc. D'accord? Répartition, faire un traitement, faire un traitement accessible à tout le monde. Tout ça, c'est une affaire très importante qui nous pense là, nous réfléchit là à travers le monde pendant ce mois d'Octobre Rose. Alors, pourquoi autant de focus? Pourquoi tant d'importance qu'on doit afficher à cette maladie? Le cancer, déjà par lui-même, nous connaît qu'il y a une tendance ascendante dans le monde. La cause le cancer en général, tout le cancer compris. Ça veut dire, moi, avec moi les chiffres pour l'année 2022, d'après le Globocan, que nous trouvons qu'il nous tient à 20 millions de nouveaux cas de cancer total qui ont été diagnostiqués pour cette année. Et nous avons enregistré 9,7 millions de cas de décès liés au cancer. D'accord, ça c'est pour une période d'une année. D'une année. C'est beaucoup, c'est lourd. Ouais. Maintenant, quand nous vîmes le cancer sein spécifiquement, à travers le monde, 2022, les estimations qu'on a, 2,3 millions de nouveaux cas de cancer du sein. Et 670 000 cas de décès liés au cancer du sein. C'est énorme. Quand on est la situation à Maurice, nous pouvons suivre une tendance mondiale, donc c'est lourd. Pour la même année, d'après le registre national du cancer qui a été compilé, nous trouvons qu'il nous tient en total 3201 nouveaux cas de cancer qui ont été diagnostiqués et dedans 617 cas de cancer de sein chez les dames.
ce qui fait que c'est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué à Maurice. Nous pouvons suivre même tendance depuis plusieurs années. Ça représente 35% de nouveaux cas de cancer chez les dames. Et aussi, en termes de décès, c'est le cause de décès lié au cancer chez les femmes qui est le plus fréquent. Donc, par rapport aux chiffres même, on peut trouver qu'il y pose un bilan très, très lourd. Mais ce n'est pas que les chiffres, parce qu'avec ça, ça entraîne encore beaucoup de les autres facteurs, les autres affaires qui viennent en jeu, apportent la morbidité et la mortalité physique qui nous trouvait. Nous avons des répercussions sur la santé mentale, psychologique, familiale, sur le plan financier, il entraîne les autres issues. Donc voilà, c'est toute une panoplie de issues qui viennent ensemble. Donc c'est très important de prendre conscience de cette maladie et nous guetter comment nous sommes capables d'alléger un petit peu le fardeau, parce que malgré tout ça, des affaires très, très lourdes, très graves qui m'ont causé, nous avons certaines bonnes choses que nous avons certaines choses qui nous sommes capables de faire, qui nous pouvons guetter au cours de l'émission, que nous diminuons nos risques, nous faisons la prévention, nous faisons le dépistage, tout. Donc, nous essayons quand même de réduire le fardeau de sa maladie-là. Tout à fait, hein, c'est ce qui nous était avec vous pendant toute l'émission-là, aujourd'hui avec vous, hein, docteur Naren Mouni. C'est important, hein, c'est qui vous pédie à nous et il est bon qui vous sensibilise la population le cancer du sein. Alors, on explique-nous le pourquoi de l'Octobre Rose. Le cancer lui-même, docteur, très souvent nous causons là dans l'émission ici. Mais c'est quoi un cancer? Comment est-ce qu'un cancer est développé, docteur? Alors, question très très simple à poser et question très commune. Beaucoup de gens ont envie de réponse là, mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça en termes de réponse. Très complexe. Ce qu'on appelle pathogénésis de cancer, ce qu'on appelle formation de cancer même, c'est quelque chose de très complexe au niveau cellulaire qui passait dans nous les corps. Et moi, je n'ai une réponse simple pour dire, voilà, c'est telles affaires qui causent cancer, non. Le cancer, la formation, dans la plupart des cas, la plupart du temps, c'est ce qui nous dit multifactoriel. Ce qui peut redire, c'est qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui font l'impact, qui nous dit un interplay de ces facteurs-là. Et éventuellement, qui arrivait, ça entrave, ça amène un changement génétique dans nos cellules, qui fait que les cellules, quand nous gagnons ce changement-là, les cellules-là commencent à diviser de façon incontrôlable. Normalement, dans un état de santé, en bonne santé, qui arrivait partout dans les corps, on peut dire, dans chaque organe, nous avons des cellules qui divisent, qui font de nouvelles cellules, et nous avons des vieilles cellules qui meurent. Donc, nous avons une balance qui existait dans les corps entre les nouvelles cellules qui peuvent former et les cellules qui peuvent être rejetées. D'accord. OK? Ça, c'est dans un état de bonne santé. Qui arrive dans un cancer, nous perdons ce contrôle qui nous est dans sa division cellulaire. Là. Ça veut dire qu'il y a une cellule qui continue à diviser à elle-même, faire une masse de cellules cancéreuses. Et c'est une cellule très malin. Il est bien difficile pour les corps faire arrêter de diviser et la même continue à multiplier et éventuellement garde le potentiel de propager, ce qui nous dit de métastaser, etc. Maintenant, qui ça fait qui provoque cette mutation là, qui fait ce changement là dans sa gène là? C'est un petit peu ça qui intéresse nous plus. Bon, souvent des fois nous avons comme un patient venu quand est fraîchement diagnostiqué qu'un cancer. Bon, je dans notre propre souci et aussi je pense un petit peu pour la famille. Donc, première question qui vient, c'est est-ce que c'est génétique? Alors,
Quand nous cause cancer sein, nous avons une petite proportion, même on peut dire une minorité de ban cas qui est liée à un facteur qui, comment dire, héréditaire, 5 à 10%. OK? Les restes, ce n'est pas vraiment un facteur héréditaire, c'est les autres facteurs. Alors, qui sont les autres facteurs qui augmentent nos risques, qui augmentent nos risques de développer un cancer du sein? Nous en avons plusieurs. D'abord, pour cause deux affaires qui ne pas qu'à s'en passer. Premier, c'est le sexe féminin et deuxième, c'est l'âge. Le sexe féminin parce que, comme on connaît d'ailleurs avant de dire, la plupart de cas de cancer du sein, c'est chez les dames. Donc, du moment où on est né fille, le risque est beaucoup plus par rapport aux garçons. Garçons, oui. Première chose. Deuxième chose, avec l'avancée de l'âge, plus on vieillit, le risque-là est augmenté. D'accord? Le risque de développer un cancer est augmenté avec l'âge. Donc, ça, c'est deux choses qu'on ne peut pas changer. On est né avec. Donc, c'est une affaire factuelle. Et voilà, mais l'état moderne, l'âge maintenant, avant de passer à autre chose, les bons qui m'ont précisé que, oui, avec l'âge, un risque augmenté. Mais personne n'est à l'abri, même des assez jeunes âges, chez les moins vieux, surtout de nos jours, nous trouver qui, on and off, nous détecter un cas de cancer, même chez les plus jeunes. Vous voulez dire qu'il y a une jeune patiente aussi? Même en bas 20 ans, oui. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a là pénalage pour le cancer du sein. Mais docteur, pourquoi le cancer du sein? Pourquoi le sein? Alors, oui, c'est un cancer qui est très, très commun. Nous trouvons qu'il y a beaucoup d'affaires de nos jours qui allent en faveur de développement d'un cancer du sein. Si on cause un petit peu les autres facteurs de risque qui associés avec, par exemple, nous avons nos modes de vie. D'accord, comme on peut dire, au mode de vie, style de la sédentarité, façon de manger, fast food, viande rouge, excès de viande rouge, me le dire là. Et sinon, l'abus de l'alcool et l'obésité, tout ça, c'est un facteur qui, comme on dit, les promote, les favorables au développement du cancer du sein, d'accord? Et aussi, les autres affaires qui nous remarquent, c'est du moment un patient, du moment un quelqu'un qui développe un cancer un côté ce sein, on dirait côté droite, le risque qu'il est développé dans l'autre côté ce sein, côté gauche, il est un petit peu plus élevé, ok? 10 à 15% de risque, il est là. Et aussi, nous remarquons si dans la famille, nous avons des personnes qui sont diagnostiquées, qui sont affectées, là, le risque est un petit peu plus. Au fait, si nous avons un quelqu'un dans la famille avec qui nous relions au premier degré. C'est-à-dire, c'est une famille bien, bien proche, par exemple, les parents ou bien immediate siblings. Qui est affecté. Une sœur, un frère. Voilà. À ce moment-là, ce qui nous trouvait, nous avons 2 à 3 fois plus de risques que la moyenne pour développer un cancer de sein. OK? Et aussi, nous avons un facteur hormonal qui vient en jeu. Qui me peut dire, nous avons certaines situations qui favorisent un milieu hormonal qui est propice pour le développement d'un cancer du sein. Par exemple, quand un patient, quand un individu, alors, il ménage chez tout, ou bien il développe sa ménopause un petit peu plus tard que la moyenne, ou bien ce premier grossesse, il vient à un âge un petit peu plus tard,
Ou bien, nous avons aussi un individu qui servent un traitement hormonal pour plusieurs raisons. OK? Donc, tout ça, c'est les capables favorise le développement d'un cancer par un changement hormonal qui nous les corps percevoir. Et est-ce que la pilule contraceptive, docteur, ça aussi, il y a un facteur de risque? Oui, il y a un facteur de risque, mais laisse-moi signaler que de nos jours, nous avons plusieurs types de pilules. Donc, avant qu'une personne lui rentre sa bonne pilule là, bien sûr, il besoin parce que ce gynécologue, c'est le gynécologue qui peut guetter un petit peu par rapport à un facteur de risque, obésité, etc. Si nous pouvons mettre les pilules contraceptives et si nous pouvons mettre quel type de pilule. Donc, ce n'est pas une affaire qu'on prend au petit bonheur. Ça doit être fait par les professionnels de santé. D'accord, donc la pilule contraceptive et de plus en plus maintenant, il y a les autres moyens de contraception. Il y a par exemple une piqûre 3 mois et il y a aussi stérilé. Est-ce que ça les autres types de contraception là aussi, docteur, il y a un risque? Alors, dépendant vous connaissez, même quand nous pouvons stériler, nous pouvons, disons, un intra-uterine device, etc. Il y en a plusieurs, il y en a différents types avec de différents composants. Il y en a certains qui avec hormones et d'autres qui un petit peu moins débalancent sa balance hormonale. Là. Donc, ça, c'est un choix qui observe ça aux professionnels de santé. D'accord, donc ça c'est important parce que très souvent c'est un jeune couple qui décidait quel type de contraception vous êtes capable d'aller et c'est une décision à prendre avec un gynécologue, un professionnel comme on peut dire nous, pour capable conseil le couple parce que très souvent madame, vous êtes senti que c'est la santé reproductive. Donc, je allé docteur, mais c'est important aussi peut-être qu'il y ait un missier, est-ce qu'il ou même en tant que cancérologue, ça, il arrive où conseille la famille, missier aussi, différents types de risques qu'il y a? Ah, bien sûr, c'est très important. Bon, avant ça, il y a un point bien important qui est soulevé. C'est la femme c'est sa santé, c'est elle qui va en subir les conséquences. Voilà. Mais bien sûr, il y a ce mot à dire. Donc, la décision se prend, bien sûr, par le couple. C'est un consentement entre le couple et les professionnels. Nous là pour advise, voilà. mais le choix est fait, bien sûr, pas une partie seulement. C'est pas une décision imposée. Voilà, c'est très bien que vous dites ça. Ouais. Mais aussi, c'est bien que nous mettons l'accent là. Madame là, elle a décidé quel type de contraception qu'il peut prendre parce que c'est seul les causes, c'est seul la santé. Bien sûr, elle a son mot à dire. Voilà. OK, maintenant, tu peux cause une autre affaire qui est aussi très important, qui me tient très à cœur, au fait. Est-ce qu'il est arrivé qu'il nous a conseillé, monsieur aussi, au cours de la prévention, au cours du parcours qu'un patient fait avec ce cancer? Bien sûr que oui. C'est très important. Vous connaissez un traitement d'un cancer, tout le temps, ça veut dire, moi, une tendance à dire, nous pas qu'à faire qu'avec le patient, ou bien le patient et les personnels de santé. C'est un traitement qui nous fait 3 parties. Le patient, les professionnels de santé qui comprend docteurs, médecins, infirmiers et encore beaucoup d'autres professionnels, psychologues, nutritionnistes, médecins de soins palliatifs, etc. Et aussi, nous avons la famille qui est très important. Aussi, oui. Donc, c'est un traitement, c'est un parcours qui nous fait avec 3 comment on peut dire? À 3 niveaux? Même pas à 3 niveaux, nous avons strategic partners, comment nous dire? Ça veut dire nous tous ces contributions, les très importants. L'équipe soignante est là pour offrir les expertises. Le patient, il est besoin psychologiquement ready, il est besoin être préparé. Et voilà, c'est un traitement qui va être administré sur le patient. Donc,
it's comme si, comment nous dire, it's the patient who is at the center of everything. Tout bonnes affaires découle sur le patient. OK? Voilà. C'est bon, docteur, qui vous dit à nous tout ça, hein, parce que des fois, nous, en dehors, nous ne connaissons pas qu'est-ce qui se passe entre les quatre murs d'une consultation, et très souvent, ou même en tant que cancérologue, vous retrouvez-vous face à une situation que depuis bizarre, non seulement expliquer, mais en même temps informer, hein, et surtout explique sa passion-là qui peut arriver dans ce la vie, et c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors, monsieur, quand on revient dans les affaires qui nous dit, docteur, c'est vrai, hein, qui fait me dire ça parce que des fois, il y a des monsieur qui disent moi, jeune couple, qui dit moi, ah, ça, comprimé family planning, ça, mon parent là-dedans, moi, je ne pas connais. C'est mon madame qui guide ça. Je voudrais juste faire un petit point dessus. Qui, sa madame-là, donc, c'est vrai, l'hypébizin prend ben médicament, et pourtant, elle n'est pas malade, hein, mais l'hypébizin prend ben pilule contraceptive. Alors, ce qui Michel a aussi les bizarres conscients que c'est la santé de sa femme qui est en jeu là. Hein. Donc, c'est quelque chose qui, madame là, a besoin de décider, oui, mais il faudrait que Michel soit capable d'épaule ce madame dans sa ben choix là, qui fait me dire ça parce que très souvent, je dis ça, pour pas que non, là-dedans. Ça, c'est mon madame qui était. Donc, c'est important hein, de parler tant qu'il court, qui, ben, quelque part, nous, ben, Michel aussi, essaye autant que possible d'intéresser à ce sujet-là et surtout se pour dire madame. Voilà, c'était pour vous dire ça. Tout à fait. Et maintenant, docteur, nous continuons avec ben facteur de risque. Donc, on dit à nous les pilules, tout ce qui appelle hormonal, les caves, il y a un risque. C'est pour ça que c'est important de demander conseil à un professionnel avant qu'il n'ait une contraception. Voilà, ça c'est compris. Et qu'en est-il de les autres facteurs de risque, docteur? Alors, quand nous regardons les autres facteurs de risque qui nous mentionnés, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que vous trouvez qu'il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui sont modifiables. Qui comment dire, qui nous capables de jouer là. C'est une bonne nouvelle, ça, docteur. Ben voilà, il n'y a pas que de mauvaises choses à parler, hein. Il y a aussi de bonnes choses, heureusement. Que vous êtes là, vous apportez un peu de sourire là, dans l'émission. Heureusement, oui. Parce qu'il y a pas mal de choses pour réaliser que nous sommes capables de prendre en main pour réduire nos risques par rapport au cancer du sein. Une cause, c'est l'obésité. Mais c'est un petit peu aussi de notre choix, hein, de nos comportements physiques, alimentaires. C'est un petit peu de nos choix. Pas un petit peu, c'est beaucoup de nos choix, OK? Donc, mon papa dit que ça peut éliminer nos risques complètement, mais quand même, ça diminue nos risques. Et c'est déjà beaucoup. Donc, exercice physique, manger bien, manger sainement, ses légumes, ses fruits, boire de l'eau, etc. Tout les affaires qui nous tendaient depuis que nous petits, hein, eat balanced diet, healthy diet, etc. Évite, limite nous fast food. Donc, tout ça, c'est des affaires très basiques, mais qui, des goûts, comme on peut dire, c'est très, très loin en tant que comment dire, un outil dans la prévention. Alors, docteur, juste un petit point là. Hein. Oui. Quand on dit nous, fast food, nous connaissons qui, sans bien sûr mentionner aucun fast food, la plupart des fast food sont assez gras, sont riches en sel et des fois même en sucre. Donc, au bureau de Diano, peut-être c'est un facteur de risque qui nous a diminué, c'est-à-dire la graisse du sel. Alors, ce qui me peut dire, c'est qu'il faut manger sain. Manger sain, ça veut dire ou manger ou diet ou plat, les bien balancé. Pour tout le monde, tout adulte, les comme ça, moins de sucre, moins de sel, moins de gras. Ça, c'est quelque chose que tout le monde bien observé. Est-ce que la graisse du sel et du sucre favorise le cancer? Est-ce qu'il favorise l'obésité et il favorise le cancer. Très bien. OK. Ouais. Ça, c'est ce qu'il fallait qu'on sache. Ouais. Et puis, docteur, donc, nous, par rapport à l'alimentation, nous devons faire attention. Et c'est vrai qu'à l'époque, là, on dit à un chiffre, je crois, comment tu peux dire, jamais nous pas dépasse plus que 3000 patients cancéreux, enfin, surtout cancer du sein. Jamais nous pas dépasse ça, là, nous dépasse ce chiffre-là. Donc, peut-être il y a un problème avec ça qui nous mange. Longtemps, nous mange très souvent pour le déjeuner, dîner, petit déjeuner, non, mais beaucoup de bread, je peux manger living food dans la cour, tout ce qui nous peut planter, nous peut manger. Peut-être ça, tu peux faire qu'il
nous avons moins de cancer, docteur. Voilà, bon, et aussi, nous avons les autres affaires à signaler. Nous avons une population vieillissante. Ah. D'accord? Et comme on a une cause en profondeur tout à l'heure, quand l'âge augmente, ça, c'est un facteur de risque pour le développement d'un cancer. Parce qu'au fur et à mesure nous âgons, nous avons une accumulation de changements génétiques qui est capable de favoriser l'évolution d'un cancer. OK? Donc, de ce fait, c'est tout à fait normal que quand nos populations vieillissent, nous avons une augmentation dans le taux de cancer. Et autre chose aussi qui est une bonne chose, au fait, nous avons beaucoup de personnes qui peuvent venir de l'avant pour un dépistage. Ah, okay? ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Donc, nous avons par conséquent plus de cas qui se font détecter. Et la bonne chose aussi, quand une personne est encouragée, est sensibilisée pour un programme de screening, c'est qu'il nous arrive à détecter un cas dans un stade très, très précoce. Alors, explique-nous ça, docteur. Est-ce qu'il a sauvé la vie, ça? Oui, parce que quand vous regardez bien, un cancer de sein localisé, comme on dit, localisé, ce qui me peut dire en très, très simple, c'est un stade précoce, un early breast cancer. Comment dire, il y a encore dans ce niche même, comment dire, là. Il n'est pas encore développé. Il n'est pas encore, comment dire, fané, sous ganglion, etc. Nous avons une survie à 5 ans qui dépasse 90%. Wow. Mais c'est formidable. Bonne nouvelle, ça. Mais ce n'est pas le cas quand nous détectons un cancer dans un stade 4, par exemple. Un stade 4, vous connaissez, nous dit ça, quand un cancer est propagé, ça veut dire une sortie des picotelines formées. Par exemple, si nous avons un cancer sein, les sorties du sein, il y a les fanés, les propagés, les métastasés, il y a la cise, comme on dit, les autres parties de corps. Avec cancer sein, fréquemment, c'est les capables dans les os, les capables dans les foies, les capables dans les poumons et même dans nos cerveaux. C'est une place qui est très à risque pour recevoir une métastase d'un cancer de sein. Alors, docteur, nous continuons avec un facteur de risque. Après, moi, tiens content, ou explique-nous un petit peu plus en détail, c'est quoi ben stade, etc. Donc, on dit à nous là, N de ben facteur de risque. Enfin, c'est bien si nous avons un plus bonheur, nous allons un docteur, mieux c'est. Donc, le diagnostic est important. Le diagnostic est important parce que, comment on peut dire, un cancer de sein, oui, mais tout cancer de sein, ce n'est pas pareil. Un cancer qui nous diagnostique dans l'état très précoce, quand il est encore bien localisé, ce traitement est beaucoup plus léger, est beaucoup plus facile et est beaucoup mieux toléré aussi par le patient. Tandis qu'un cancer qui est déjà très avancé, bien sûr, le traitement là, est beaucoup plus compliqué, il est beaucoup plus lourd. Et de part qui, comment dire, le patient même sur l'écho, il peut dire qu'il y a un cancer qui est avancé, qui est métastasé. Donc, ce constitution, ce l'écho, même sur l'état général, il est souvent beaucoup moins fit pour recevoir un traitement agressif. Donc, tout ça, c'est pas une affaire qui fait la différence. Alors, je me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité à la docteure Narvada Mouni Naren, qui peut venir répondre à toutes les questions. La docteure plutôt, Naren Mouni, qui est cancérologue dans New Cancer Hospital au ministère de la Santé et du Bien-être, donc le New Cancer Hospital qui trouve dans Solferino. Alors, docteur, ce qui est bien important, c'est que le cancer est quand même agressif. Donc, ça veut dire que combien de temps l'ICAV prend quand il est agressif pour les attaquer nous? Alors, surtout avec le cancer de sein, c'est vrai que, comme on dit, tout cancer n'est pas pareil. Chacun a différentes pathologies. Nous avons certains cancers de constitution même moins agressifs. Et d'autres qui sont plus agressifs. Là, les bons mots font la différence. Comme on dit agressif,
moi parler et me dire avancé, c'est pas la même chose, ok? Agressif, ça veut dire de ce nature même, de ce ban composition moléculaire, génétique, etc. Il y a une tendance que, comment dire, les pour grandir, les pour propager plus. Mais tandis que nous avons les autres cancers, de par cette nature, comment dire, vous êtes un peu plus indolent, donc vous êtes capable de rester en place pendant plus longtemps, vous êtes plus facile à être traité, vous avez moins de chance pour revenir quand le traitement est terminé. C'est ça ce qui me dit ou pas agressif. Tandis qu'on me dit un stade bonheur et qu'un stade avancé, là c'est différent. Oui. Un stade bonheur, c'est quand, que ce soit agressif ou pas, hein, c'est quand une infect commence à former, il est encore, comment dire, dans ce niche, il n'est pas encore propagé, il est encore petit. Donc, ça, c'est. Encore capable de faire Voilà, quelque chose. ça me peut causer un stade précoce, un early stage, comme on le dit. Et comme on peut dire, ouais, un stade avancé, c'est quand les gros, les capables de finir infiltrer la peau. Comment dire, un cancer, une boule cancer peut former dans ce sein-là. Après, il infiltrer, il vient vers la peau, ou bien il infiltrer vers le bas, il y a nos muscles, nos les os qui nous sont en bas, ou bien nous connaissons qui ban cellules cancéreuses voyager, se disséminer à travers le système lymphatique et le système sanguin. Ça veut dire dans nos vaisseaux sanguins. Donc, avec le cancer du sein, quand je prends ça, quand je rentre dans le système lymphatique, je tale dans un ganglion dans nous, sous les aisselles. Ça même pas fort pour trouver un patient avec cancer sein, je développe une glande, ce qui nous dit, une petite grosseur sous les aisselles. Okay? Donc, sous les bras, hein? Voilà. Donc, docteur, ça aussi, il y a un point qui explique nous, tellement le temps passe vite. Donc, les symptômes, comment ça, madame, là, peut sentir? Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il se sent, change de texture? Qui arrive quand il a un cancer du sein? Alors, plus souvent, ce qui interpelle une dame pour venir de l'avant pour un conseil médical, c'est les percevoir une grosseur, une bosse ou bien quelque chose qui n'est pas normal, qui est un lump, comment nous dire, dans ce sein. Ça, c'est un symptôme plus fréquent que nous trouvons, qui fait que madame vient de l'avant. Et là seulement, pour profiter, pour faire une chose très claire, ne vous pas paniquer aussi. Une grosseur dans un sein n'est pas tout le temps est égal à un cancer. Ça, c'est très clair. Surtout avant l'âge de ménopause, hein, jeune âge qui me peut dire où, si une dame l'y retrouve avec un lump, une grosseur dans ce sein, elle a 90% chance qu'il n'y ait pas un cancer. C'est autre chose. C'est les autres pathologies moins dangereuses. Nous avons ce qui nous dit fibroadénome, un petit grosseur qui est formé, qui une fois on tire, il n'est pas représente rien de plus méchant que ça. Ou bien nous avons un petit kyste, nous avons que une maman qui peut allaiter, parfois nous avons un abcès qui est formé. Donc, c'est des affaires différentes de cancer. D'accord. Okay? Ça aussi, les cas de nous une sensation quand on peut pas sous la main au sein, on peut trouver qui, comment dire, on peut gagner une grosseur. D'accord. Mais ou pas pour connaître à la maison, c'est quoi? Ou vous juste trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ça, le moment propice et idéal pour aller vers le médecin, aller vers le système de santé, être examiné, être vérifié par le médecin. Et si toutefois il y a quelque chose qui paraît un petit peu suspicious, allons dire, le médecin enclenche les procédures à suivre. D'accord. Et bien sûr, après l'âge de ménopause, le risque qu'il y ait une grosseur qui nous peut retrouver dans le sein, il y a un cancer, il augmente. OK? Mais à part de grosseur de sein, nous sommes capables, et il y a aussi les autres symptômes, tels que la peau du sein est changée. Dans un stade très avancé, parfois la peau là, devient rough. Ce qui nous dit peau d'orange, devient très très rough, c'est quand la peau là infiltre. Nous avons beaucoup d'infiltration dans le sein. Et nous sommes capables de trouver sa forme du sein là même, les changer. Okay? Il est capable d'être plus gros ou dans certains cas plus petit aussi. Quand
il rétrécit. Et ce shape, les deux côtés, il pas pour pareil. Ou bien nous capables de un écoulement dans nos mamelons. Il est capable d'un écoulement sanguin ou bien les autres liquides qui n'est pas normal. Et tout ça, là, il besoin interpeller nous pour aller de l'avant pour ban medical advice, ok? Et autre chose, c'est nous capables de trouver la peau là, pas nécessairement durcie, mais nous avons un changement, il gratter, il commence à plisser, il est capable la peau du sein même, ou bien il est capable au niveau des aréoles. Tout ça là, il besoin mettre nous en garde pour nous seek medical help. Maintenant, il y a des fois que patient là, probablement au niveau de ce sein, il n'est pas pour remarquer non, mais il est pour remarquer une grosseur dans les aisselles, sous les aisselles. Donc, sous les bras. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à ne pas négliger. Maintenant, nous avons aussi, dans un cas, que le cancer là un petit peu plus agressif ou bien que le patient porte attention dans un petit symptôme un petit peu moins visible par rapport au sein, que le patient se présente avec un symptôme d'un cancer très avancé ou bien même avec un symptôme de métastase. Alors, les capables de venir, comment me dire, une place qui est souvent affectée avec un cancer sein, c'est les os, les foies, nos poumons et nos cerveaux. Donc, le patient là, il va venir avec une douleur osseuse, qui peut passer avec un sein panadol, ou bien parfois quand il affecte nos colonnes vertébrales, tout ça, il est capable de faire une fracture pathologique. Que éventuellement, quand il progresse, il compresse nos nerfs, etc. Il est capable de rendre nos membres inférieurs faibles, ça a aussi arrivé. Ou bien, quand il affecte les foies, nous pouvons ressentir une perte d'appétit, nous sommes capables de sentir un ballonnement au niveau de nos ventres. Éventuellement, quand ça a fait de l'eau, tout ça dans le ventre, vous pouvez sentir que le ventre peut gonfler. Okay? Ou bien les capables, si les affectés nos poumons entraînent tout sèche surtout et éventuellement les soufflements, ça veut dire les sentir qu'il est moins clair un petit peu plus souvent et des fois arriver même avec une métastase au niveau cérébral, ça veut dire ce qui nous dit il y a dans la tête. Un patient vient, il a une douleur à la tête, surtout très matinale, il est accompagné de vomissements, ou bien il est capable de venir avec un état de comment nous dire, altered consciousness, comment dire, c'est un petit peu dizzy, drowsy, et il y a même un patient qui fait un fits, convulsion. Ça aussi, c'est possible. Bon, là, nous pouvons causer un cas, bien sûr, très avancé. Et parfois, il vient comme un symptôme de présentation, c'est-à-dire le patient l'a présenté avec ce symptôme-là, mais parfois, il est capable qu'au cours du traitement, ou bien quand le traitement est fini, bien après, quand c'est là, il continue de progresser, il ressurface, et le patient-là, il vient de nouveau avec un symptôme pareil. Donc, docteur, là, nous peut dans le stade 4, que le cancer finit, fané dans les corps d'Andy Moon. Mais au stade 1, quel est le symptôme qu'il a gagné? Alors, comment me dire? Juste grosseur? Le plus fréquemment, c'est une grosseur qui nous ressentit quand nous peut palper nous sein. Ou bien de nos jours, nous en a beaucoup qui n'ont aucun symptôme, mais grâce à la consciousness qui nous est là, sensibilisation, ben gens de conscience, de aller de l'avant pour ce screening, je te retrouve avec une grosseur. Quand il paraît un petit peu suspicious, bien sûr, je gagne la vie médicale, de faire une biopsie, et si biopsie là une vient, il est positif, ça veut dire qu'il montre une cellule cancéreuse. À ce moment-là, c'est un cancer, nous mettons le diagnostic d'un cancer. Donc, c'est pour ça, docteur, peut-être avant que nous venions un traitement, heureusement qu'il y a un traitement. Voilà. Donc, avant qu'il nous fasse un traitement, nous fait une prévention, nous dit toute la liste de choses qu'il nous besoin faire. Et est-ce que c'est vrai que quand nous dire dans nous disons si nous avons inflammation, est-ce qu'il y a un risque ça si nous disons inflammé? Nous avons inflammation dans le sang, nous avons un cancer. Alors,
c'est vrai que dans la prévention de cancer, nous cause souvent que nous besoin diminuer nos risques. Mon pensée, c'est qu'il peut causer là, c'est des anti-inflammatory foods qui Peut-être. probablement en tête qui est. Ouais. C'est vrai que tout ça, ils font partie de manger sainement. Et voilà que éventuellement il a diminué nos risques. Donc quand vous dites nous manger qui est anti-inflammatoire, c'est-à-dire nous besoin éviter piment ou bien c'est le sucre, c'est des affaires qui rentrent dans nous disant. Voilà, c'est plutôt des affaires qui nous peut dire qui nous cause qui nous besoin éviter trop de gras, trop de sucre. Voilà. Et il paraît, enfin c'est ce qu'ils m'ont trouvé, me lire. Quand nous disons, en fait, quand il est trop acidique, les cas représentent un danger ou bien mal lire? Vous appelez ça alcaline? Non, un facteur de risque, c'est plutôt ce qui nous cause en général. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec l'acidité dans le sang. Et une autre question, docteur. On dit qui va madame à partir de la ménopause, de bien faire bien attention. Donc, ça veut dire quoi? C'est pendant la période de ménopause? Ou bien même si c'est une fille qui fait ménopause, c'est à 60, 70 ans, c'est bizarre quand même, de cas à risque? Alors, comme on me dit, personne n'est à l'abri, même dès le très jeune âge. Nous devons être conscients, nous devons faire nos breast examination, nos dépistages, quoique le risque est un petit peu moins, d'accord? Mais avec l'avancée de l'âge, le risque est augmenté. Et bien, après, comme on peut dire, avec l'âge, bien sûr, donc après ménopause, nous risquons les plus. Et ce qui est recommandé, c'est à partir de l'âge, bon, il y a plusieurs organisations qui ont différents types de recommandations, mais en général, à partir de l'âge de 50 ans, nous devons commencer à faire une mammographie de dépistage, d'accord? Même si nous n'avons pas ressenti dans nos seins. L'important qui nous a de l'avant, faire une mammographie. Et si tout est normal, c'est recommandé de répéter ce test-là chaque 2 ans. Et bien sûr, ensemble avec ça, nous avons les autres instruments tels que le breast self-examination, ça veut dire la personne par lui-même, les besoins capables d'examiner ce sein mensuellement au moins, et pour regarder s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il trouve quelque chose de douteux, quelque chose qui met lui en doute, il besoin de l'avant, qui est un docteur, prend l'avis médical. D'accord. Et docteur, encore une fois, pour une madame qui a plus de 50 ans, et si, disons, elle est une madame, madame qui a déjà fait, enlève de la case baba, est-ce qu'il, là aussi, vous êtes bizarre quand même, pas risque, est-ce qu'ils êtes bizarre faire des dépistage? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Donc ça concerne tout le monde, toutes les femmes. Tout le monde. Ok. Et docteur Nutipédia qui nous propose à Stella lors traitement, heureusement, qui est un traitement. Et explique-nous un petit peu qui est un traitement qu'ils ont donné dans New Cancer Hospital. Alors, comment on peut dire heureusement, il y a un traitement? Et c'est vrai que breast cancer, cancer de sein, c'est un sujet intense de recherche à travers le monde, que nous avons tous les bodies qui peuvent travailler, essayer de trouver un traitement plus juste, plus approprié, essayer d'augmenter life expectancy et quality of life, tout ça. Il y a beaucoup de recherches à ce niveau. Donc, nous avons toute une panoplie de traitements qui est disponible, qui tombe dans les recommandations du cancer de sein. Donc, ici à Maurice. À Maurice, également, nous avons les différents types de traitements. Donc, vous pensez, ça lui passe un petit peu à la tête quand nous causons un cancer de sein. Nous avons la chirurgie qui vient en tête. Oui. Donc, ça, c'est l'aspect de traitement très important. La chirurgie, donc, premier, bien sûr, nous confirme le diagnostic par tout grossesse qui me dit qu'il y a un cancer. Donc, du moment où il y a une grossesse, on confirme le diagnostic avec une biopsie. Du moment où on confirme que c'est un cancer, il y a les autres tests qu'il faut faire pour évaluer le cancer là, pour voir quel stade il était. Donc,
différentes méthodes d'imagerie. Parfois, c'est une échographie, un X-ray, ou bien parfois, c'est un CT scan, ou bien un MRI qui nous est là. Et là, ça biopsie là même, il y a différentes analyses qui au docteur demandé pour checker les récepteurs hormonaux, etc. Tout ça, là, il aide pour plan de traitement. D'accord. Là, nous, avec tout ça, bien sûr, nous avons des patients là aussi, sur l'état de santé, comment il était, qui sont une comorbidité, est-ce qu'il est atteint de les autres maladies, diabète, tension, etc. Tout ça qui peut avoir un impact sur le traitement qu'il nous peut choisir pour le patient. Et le traitement là, il est bien individuel, bien tailor-made, comment nous dire. Pas tout patient qui recevra le même traitement. Tout dépend de notre patient là même, comment il était, stade de sa maladie. Et bien sûr, patient là aussi, qui y a envie, qui n'y a pas envie, etc. Bien sûr, avec les conseils des médecins. Alors, nous sommes capables d'essayer de voir avec la chirurgie. Maintenant, chirurgie ici, nous avons deux types. Nous connaissons l'ablation de sein, qui depuis, c'est un traitement conventionnel qui nous est là depuis longtemps, qui nous fait quand un sein est atteint d'un cancer. Mais de nos jours, nous avons beaucoup plus de traitements conservatrices qui nous peut faire. Ça veut dire que nous pas enlève le sein là complètement. Donc, nous enlève une partie du sein qui est affectée. Et aussi, il demande un curage axillaire, comme nous causé, le cancer là, c'est une tendance à aller en bas les bras. Donc, nous avons ça une glande là aussi à vous analyser. Et voilà, maintenant, c'est pas tout le temps dès qu'il nous fait diagnostiquer un cancer, nous allons de l'avant avec la chirurgie, non. Parfois, nous avons les autres formes de traitement qui viennent avant, mais parfois, ils viennent après. Un traitement systémique. Alors, traitement systémique, qui me peut dire, c'est un médicament qu'on prend. La plupart du temps, c'est par la veine. Nous avons les autres comprimés oraux aussi, mais la plupart du temps, c'est par la veine. Okay? Donc, ça, c'est un médicament qui nous prend, qui va agir sur les cellules cancéreuses. Là. Et donc, en termes de traitement systémique, ce qui nous est là, c'est conventionnellement, ce qui nous dit la chimiothérapie. Okay? C'est un médicament qui a tout les cellules cancer, comment nous dire. Mais à part la chimiothérapie, nous avons aussi les autres nouvelles formes de traitement, traitement, ce qui nous dit ciblé, immunothérapie, etc. C'est un nouveau traitement qui vient dans le service. Voilà. Alors, c'est quoi l'immunothérapie? Alors, l'immunothérapie, c'est un traitement très complexe, mais pour simplifier les choses, c'est un traitement que nous renforçons, que nous aide notre système immunitaire, nous rend plus fort pour attaquer ça cancer. D'accord? En gros, c'est ça. OK? Et nous avons aussi ce qui nous dit targeted thérapie, traitement ciblé. Et aussi, autre forme de traitement très important pour le cancer du sein, c'est un traitement hormonal. D'accord? Il est capable, ou quand vous entendez parfois un patient qui a un cancer pendant longtemps, vous prenez un traitement, un comprimé, souvent pendant plusieurs années. Donc, ça, la plupart du temps, c'est un traitement hormonal. OK? Maintenant, autre chose en forme de traitement, c'est la radiothérapie. OK, la radiothérapie, cette fois-ci, me cause avec un lot enthousiasme parce que nous pouvons le National Cancer Center et nous fait que brûle une étape très importante que nous passons de la radiothérapie 2-dimensionnelle et nous venons maintenant à la radiothérapie 3-dimensionnelle. Donc, qui ça représenté pour un patient? C'est une forme de radiothérapie lui-même. C'est quoi? C'est en langage courant ce qui nous dit traitement se fait. Ça veut dire nous donne un rayon de radiation à une très haute énergie qui attaque sa cellule cancéreuse là, ou bien quand nous finissons d'opérer, nous avons ça dans un champ post-opératoire. D'accord? Alors, quand nous faisons le traitement 3-dimensionnel, c'est un traitement beaucoup plus précis. Alors, nous sommes capables d'enregistrer bien, nous sommes capables de suivre bien qui dosage de radiation nous peut donner un site qui est important.
Et aussi, nous capables guetter qui ban structure, qui ban les autres organes importants qui nous dans les alentours, dans la vicinité, et nous essayons limite dose de radiation dans sa ban organe là. Et pour le patient, éventuellement, dans le court terme et dans le long terme aussi, ça représente un taux d'effet secondaire beaucoup plus réduit. D'accord. Ben voilà, ça c'est la très bonne nouvelle, Voilà. c'est que de plus en plus les traitements sont allégés, entre guillemets. Donc, le traitement là est un petit peu moins lourd qu'auparavant pour le bien-être et surtout pour sauver la vie de la Voilà. patiente. Docteur me fait signe qu'il nous déjà arrive à la fin de l'émission. Le temps passe vite. Trop vite. Donc, qui vous dire nous, qui message, oui, surtout pour madame, qui peut guetter à l'émission là, téléspectateurs en général? Alors, pour moi, le message, c'est très clair. Pour toute catégorie de personnes qui peuvent guetter nous, patients, proches des patients, ou bien, même si on ne pas une personne, nous devons reconnaître cette maladie. Nous devons connaître que c'est une maladie très courante. Nous sommes capables d'aborder le sujet. Nous sommes capables de mettre un patient à l'aise. Nous sommes capables d'aider nos prochains, que ce soit le patient ou bien quelqu'un qui se proche peut souffrir de la maladie. Et l'important aussi, si ou déjà atteint de la maladie, ou bien si on a un proche qui peut souffrir, nous sommes capables d'aller de l'avant avec le traitement. Nous devons être incités pour aller de l'avant avec le traitement d'un stade très, très tôt. OK? Et si nous sommes les proches, nous sommes capables d'encourager, nous sommes capables de supporter dans cette étape-là. Et pour une personne qui encore healthy, pour le public en général, c'est pas quelque chose qui, si nous pénalise, donc nous ne devons pas penser. Non, c'est très important de prendre conscience et aller de l'avant avec le dépistage, comme il le faut. Alors justement, docteur, rapidement, le dépistage, qui côté le public capable d'aller? Alors, nous avons une caravane de santé dans le ministère de la Santé qui bougeait un peu partout dans l'île. Que tu as un médecin, un infirmier, l'équipe soignante, bref, qui est là pour de nous donner conseils et aussi faire le dépistage, même une palpation. Et nous avons aussi dans tout une médiclinique, un centre de santé, que nous avons une session dédiée au dépistage de cancer des femmes. Et bien sûr, dans n'importe qui, si on a, ça c'est comme on peut cause dépistage, mais si on a n'importe qui souci, qui trouble, qui anomalie qui est trouvé, n'importe quel centre de santé à travers l'île, ou aller pour quelqu'un qui peut bien recevoir ou là-bas et channel vers le traitement approprié. En tout cas, merci beaucoup, Dr Narvada Naren Mouni, d'être venu répondre à toutes ces questions. Plaisir à moi. Octobre Rose, un mois très important pour le monde entier, parce que c'est un mois qui est capable de sauver la vie à travers information, à travers explication de sensibilisation. Merci, docteur. Merci à vous, Nathalie, pour cette plateforme vraiment excellente pour faire passer le message. Et bien voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Donc je vous rappelle que la docteure Narvada Naren Mouni est cancérologue au ministère de la Santé et du Bien-être. La docteure Naren Mouni qui est affectée au New Cancer Hospital plutôt à Solferino. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé.